Bonjour, on va faire une quatrième petite vidéo sur les calendriers médiévaux pour vous présenter la manière dont Fomenko a présenté les choses. Bon, si on me ramène un peu à ce que lui a écrit, ça permettra de clarifier un petit peu nos positions respectives. Je considère que c'est un des chapitres qu'il a traité le plus mal, qu'il a un peu présenté les choses par-dessus la jambe, sans aller au bout de ses raisonnements. En plus, il est totalement oriental dans ses réflexions, c'est-à-dire qu'il reste sur des calendriers russes ou des calendriers grecs, il ne connaît pas du tout les calendriers occidentaux. Pour résumer, donc, c'est un chapitre du livre en anglais Chronologie 7.2, puisque c'est un livre qui a été écrit en deux parties. Il semblerait qu'il y ait eu des évolutions depuis, puisqu'on est sur des hypothèses qui ont été balayées depuis au profit de nouvelles hypothèses. S'il a écrit de nouvelles choses sur le calendrier, je ne suis pas au courant, parce que moi, je ne lis que l'anglais, je ne lis pas le russe. Alors, les critiques principales, c'est impossible de distinguer la proposition principale, puisqu'en fait, il suit des lignes de raisonnement qui sont différentes selon les documents qu'il étudie. Et ces lignes de raisonnement se contredisent toutes. Parfois même, on retrouve plusieurs lignes de raisonnement au sein d'un même raisonnement, ce qui rend le tout extrêmement difficile à suivre. Des erreurs logiques nombreuses, des confusions dans le sens des mots. C'est-à-dire, parfois, il confond l'ère byzantine avec la grande indiction 7980 ans. Donc moi, j'ai recopié certaines choses comme ça dans mon livre et malheureusement, j'ai pas tout corrigé, hein. Alors, il y a aussi des problèmes de datation qui emploient les hypothèses naïves que j'avais débunkées sur la dérive de l'équinoxe et la dérive de la Lune qui permettaient de dater le concile de Nicée par rapport aux gens qui écrivent à son sujet. Évidemment, tout ça, ça fait que mon propre chapitre, il est assez confus, puisque moi, ce que je fais, c'est que je commente ce que Fomenko a écrit. C'est ma principale source, hein. Il avait retenu notamment ce qu'avait écrit un ouvrage qu'on appelle le chronographe luthérien, qui est en ancien russe et écrit en 1680, dans lequel on mentionnait plus de 40 opinions sur les dates de la nativité et de la résurrection. Donc, comme je vous ai déjà présenté les choses concernant le XVIIe siècle, ce que j'ai recentré, on va dire, au XVIIe siècle, qui parfois appartenait, on va dire, au début de la chrétienté, c'est évidemment les débuts de la chrétienté, mais c'est beaucoup plus récent. Donc, c'était les hypothèses d'une résurrection le 25 mars, le 27 mars, qu'on trouve chez Jérôme, chez Augustin, notamment Denis le Petit. La résurrection le dimanche, qui est la proposition du Concile de Nicée, bien entendu. Au XIXe siècle, on est plutôt sur une datation de la résurrection. Alors, c'est pas la résurrection dans le cycle, hein, c'est la résurrection, l'année de la résurrection du Christ, le 5 avril 33 à l'âge de 33 ans, alors que jusque-là, on était plutôt sur une résurrection en année 30, à l'âge de 31 ans. Et au XXIe siècle, il est né quelques années avant l'an 1. C'est les gens qui les historiens qui s'amusent à redater avec les données extra-bibliques, notamment Flavius Joseph ou d'autres historiens, on va dire, profanes. Et il serait mort le 9 avril 30. Ce sont des hypothèses qui sont modifiées en permanence. Je ne sais pas où on en est actuellement. Et tout ça, évidemment, ne va pas au fond du sujet puisque c'est beaucoup trop ancien et totalement falsifié par la non prise en compte de la chronologie longue. Alors, les ères traditionnelles, il y en a beaucoup, je ne les ai pas toutes mises. L'ère depuis la fondation de Rome, dite Abe Urbe Condita, 753 avant Jésus-Christ, Romulus fonde Rome. Alors, c'est une datation qui n'est pas utilisée par les civilisations ou les auteurs, on va dire politiques. C'est les historiens seuls qui l'utilisent, les historiens latins notamment, Pline, Tacite, etc. La fameuse ère de Nabonassar, qui est très proche, qui commence en 747 avant Jésus-Christ, l'ère babylonienne, bien entendu. Ce qu'on appelle les ères séleucides d'Antioche et Babylone, 312 et 311 avant Jésus-Christ. 284, donc on passe après Jésus-Christ, la création de l'ère de Dioclétien, début du règne de l'empereur Dioclétien.
qui a été fondée par Anatole de la Odyssée, une ère qui serait toujours utilisée aujourd'hui par les églises coptes et éthiopiennes. 325, alors c'est pas une ère, mais c'est la création du système de l'indiction par Constantin. 527, l'ère de l'incarnation dont on a beaucoup parlé, donc ou Anno Domini par Denis le Petit. 537, toujours pas une ère. Là, c'est l'empereur Justinien qui en fait choisit de dater ces documents à la fois par l'indiction, par le consul qui est en place à son époque et par l'année de règne de l'empereur. On a des ères depuis la création du monde, l'ère d'Adam, dont fait état Jean Malalas au VIe siècle. Jésus est donc né la 752e année donc de, de Rome, ad Urbs Condita. Pour préciser, il s'agissait de la 42e année d'Auguste. Aujourd'hui, le règne d'Auguste ne fait plus que 41 ans. À l'époque, il était un petit peu plus long, comme quoi on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et c'était l'année 6000 depuis l'époque d'Adam. Alors après, c'est pas Adam proprement dit, mais la création du monde. Théophile dit d'Antioche, que je connaissais pas. Il y avait Théophile de Césarée, d'Alexandrie jusque-là. Donc Théophile d'Antioche lui vit au IIe siècle. Julius Africanus qui lui emprunte son aire au IIIe siècle. Et donc l'histoire du monde commence en 5530 avant Jésus-Christ. Fomenko a tendance à la confondre avec l'ère byzantine, mais c'est pas la même chose. L'ère alexandrine, Hippolyte, évêque de Rome, fin 1er siècle, Clément d'Alexandrie au IIIe siècle, et d'autres auteurs que je vous épargne. Cette ère alexandrine commencerait le 25 mars 5493. Cette date de 5000 de 25 mars, pardon, on retrouve la création du monde à 25 mars, alors qu'on était en période d'équinoxe et que c'était la pleine lune dont on a beaucoup parlé jusqu'ici. Ça a été présenté par Jérôme, par Augustin, par Bède le Vénérable, etc. Et tout ça, c'était en lisant les textes de la Genèse, soi-disant. L'ère byzantine, qui est sa petite sœur, 638, en grec, on dit ethos kosmou. On parlerait également d'ère de Nabopolassar et non pas de Nabonassar, comme on a présenté. Effectivement, Nabopolassar, c'est à peu près c'est le père, soi-disant, de Nabuchodonosor. Et on est à peu près vers l'époque où ce roi aurait vécu. Elle est pleinement employée, cette ère byzantine qui existait depuis 350 ans, pourtant, à partir de 988 par un roi qui s'appelle, un empereur plutôt, romain d'Orient qui s'appellerait Basile le Macédonien. Et cette ère byzantine commencerait soit le 1er mars 5508 avant Jésus-Christ, soit le 1er septembre 5509 avant Jésus-Christ. On a un ouvrage qui s'appelle le Chronicon Pascal, qui est mentionné par Fomenko, daté de 630, qui utilise cette ère byzantine et qui fait une chronique depuis 5507 jusqu'au règne d'Héraclius, qui donc règne au début du 7e siècle sur Byzance. L'ère byzantine, elle aurait été abandonnée en l'an 1700 à l'époque de Pierre le Grand en Russie, à l'époque où on serait passé au calendrier julien. Alors, les textes qu'on trouve en ligne nous disent que l'ère alexandrine, l'ère byzantine sont basées sur la Septante. Je m'inscris en faux. La Septante date la création du monde de 3100 avant Jésus-Christ. On est sur une version antérieure, soit de la Genèse, soit de la Torah, mais c'est pas non plus la Bible hébraïque, puisque la Bible hébraïque fait commencer le monde en 3760, enfin du moins les Hébreux, les Juifs aujourd'hui font commencer le monde en 3760 avant Jésus-Christ. Donc je ne suis pas en mesure de vous dire sur quels ouvrages, sur quel texte particulier on s'appuie à l'époque pour avoir des datations au 6e millénaire avant Jésus-Christ pour faire commencer l'histoire du monde. Alors, on a des petites hypothèses différentes, mais on est quand même à peu près dans les mêmes eaux. Et je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les ouvrages qui sont utilisés. Si quelqu'un les a trouvés, il pourrait me faire signe. La grande indiction. Alors, pour préciser, la grande indiction, c'est un peu c'était déjà le nom
du cycle de 532 ans proposé par Denis le Petit, qui multipliait un cycle solaire de 28 jours, de 28 ans, j'ai mis 10 jours, ce sont des années, de 28 ans, un cycle lunaire de 19 ans. Mais en Orient, la grande indiction rajoute un cycle de 15 ans, ce qui nous donne un total de 7980 années différentes possibles. Elle est attribuée à Constantin, cette grande indiction, donc époque du concile de Nicée, mais également établie sous le même Basile le Macédonien dont on a déjà parlé. Alors, Basile le Macédonien est donc la même personne qui introduit la grande indiction et l'ère byzantine. Et c'est pour ça que Fomenko a tendance à confondre les deux et c'est un peu compliqué à le lire. Alors, pour être précis, c'est une ère qui est, enfin, la grande addiction est un système de datation qui est quand même extrêmement complexe, sans doute trop, puisqu'une erreur de 1 sur le cycle de 15 va décaler la date signifiée de 532 ans. Et elle est évidemment pas du tout intuitive. Je veux dire, a priori, quand vous voyez trois chiffres, vous n'êtes pas en mesure de dire lequel des trois, enfin, comment dire, laquelle des deux dates est supposément la plus ancienne ou la plus récente. Donc, il faut avoir un bon usage, une bonne habitude de l'usage de la grande indiction pour l'utiliser correctement. C'est ce qui fait sans doute qu'elle est souvent complétée par un chiffre unique, soit l'anneau Domini qu'on appelle l'ère de l'incarnation créée par Denis le Petit, soit l'anneau Mundi qui est une ère depuis la création du monde, soit l'ère alexandrine, soit l'ère byzantine. Et la position respective de Kameyer et de Fomenko sur la grande indiction n'est pas la même, puisque Kameyer travaille sur les documents du Saint-Empire et du Vatican, et il constate une incohérence systématique sur tous les documents des deux dates mentionnées, celle qui est donnée en grande indiction et celle qui est donnée en anneau domini. Et sa conclusion, c'est que les documents sont des faux. Alors les datations sont fausses, mais en général, il considère que les documents en général sont des faux. Fomenko, lui, travaille sur les documents orientaux, donc je dis byzantins, mais grecs. Les documents russes également. Lui aussi constate des incohérences assez générales concernant les deux dates mentionnées sur les documents, mais ça l'empêche pas de faire des datations avec ces mêmes documents, et ça me semble très problématique. On se rappelle que Fomenko lui-même donc, avait identifié ce Denis le Petit à Denis Pétot, qui écrit son ouvrage de chronologie en 1627. Alors, je ne dis pas que l'indiction vient après la création du calendrier de Denis le Petit en 1627. Je pense même qu'elle est un petit peu antérieure, mais on n'est pas très éloigné en date. On ne peut pas penser que ça a été fondé au IVe siècle ou au Xe siècle sous Constantin ou un Basile. D'ailleurs, Fomenko nous dit qu'en Occident, l'ère byzantine a remplacé le chiffre d'indiction, ne laissant que les cycles à la Lune et au Soleil de 19 et 28 ans. Ce n'est pas ce qu'on constate sur les documents qu'on trouve au Vatican, puisqu'on a bien les trois cycles de 19, 28 et 15 ans, et c'est l'anneau Domini qui complète et non pas l'ère byzantine. Donc, quand Fomenko parle de l'Occident, je pense qu'il parle de la Grèce, où on trouve effectivement des datations en ère byzantine, avec des cycles à la Lune et au Soleil de 19 et 28 ans. Fomenko, il nous propose des dates de début d'indiction. Alors, ça, on est plutôt sur l'indiction de 532 ans, et non pas cette 1980. 315, 877, 1409 seraient des années de début de cycle. Alors d'abord, entre 315 et 877, il y a 562 ans et pas 532. Donc on a une imprécision déjà. Et les dates de début de cycle d'indiction en Occident ne sont pas les mêmes, puisqu'on considère que la mort de Jésus survient au début d'un cycle d'indiction. De la manière dont c'est rédigé, on est en l'an 0, ou plutôt en moins 1. Si on considère que c'est la naissance qui survient donc au point zéro, alors donc le début de l'indiction serait plutôt en l'année 30 ou 33, donc à la mort de Jésus. Ça ne change rien, c'est toujours pas les mêmes chiffres de début de cycle que donne Fomenko. Donc on peut se poser la question, est-ce que ce sont vraiment des dates données par Denis, ou est-ce que ça n'a pas été donné tardivement et de manière fantaisiste par d'autres chronologues?
Le début de l'année en Orient, alors on commence par les mêmes hein, que chez nous. Alors 44 avant Jésus-Christ, le 1er janvier, Jules César. Euh, le 1er septembre est introduit donc à l'époque du concile de Nicée par Constantin. L'ère byzantine dont on a déjà parlé, donc introduit un début de l'année le 1er mars ou le 1er septembre, en même temps que l'ère byzantine qui commence à ces dates-là. C'est daté au Xe siècle, donc à l'époque de ce fameux Basile le Macédonien. Basile le Macédonien, donc, qui adopte en 988 l'indiction et l'ère byzantine dans un même temps. La même année, on a un souverain russe qui s'appelle Vladimir de Kiev, qui lui introduit le calendrier julien. Donc tout ça un peu, c'est des doublons. Vladimir, Basile, c'est le même personnage, et c'est aussi le même personnage que Constantin, et c'est ni 325 ni 988. Tout ça, c'est plus tard, on le verra par la suite. De toute façon, tous ces personnages proposent systématiquement des débuts d'année au 1er septembre. Ainsi, l'ère byzantine, comme on vient de le voir, commence au 1er septembre. L'ère alexandrine également commence au 1er septembre. Alors, c'est présenté comme si c'était le calendrier nilotique, avec le lever de Sotis, la crue du Nil. C'est possible, et tout ça me paraît probablement être une rédaction postérieure pour faire correspondre l'ère alexandrine à un calendrier africain. Alors, c'est probablement un calendrier russe et d'une Alexandrie qui se trouverait également en Russie. 1343, on nous dit que le début de l'année à Byzance et en Russie serait à nouveau passé au 1er septembre. Ça, c'est Fomenko qui propose 1343. Le Wikipédia français nous dit que c'est en 1492 que la Russie passe au 1er septembre, à l'époque du tsar Ivan III. Donc, c'est arrivé quand même un nombre considérable de fois, ce passage au 1er septembre. En 1700, Pierre le Grand adopte le calendrier julien qui était déjà attribué à Vladimir de Kiev. Et lui, il adopte à nouveau le 1er janvier, comme l'avait fait Jules César il y a plus de 1700 ans avant lui. Donc, on est systématiquement sur des doublons, des bouclages. Et il n'y a pas beaucoup de dates vraies là-dedans. En histoire corrigée, ce que je vous propose, l'ère de Dioclétien, si on la rapproche du calendrier donc d'Anatole, qui était celui de Gallosius Lilius en 1576, l'ère de Dioclétien de 284 passe en 1584. Donc les Anglais parlent de Dioclésian, le roi de Syrie, dans les annales bretonnes. Donc c'est un roi russe, Dioclétien. Hippolyte, qui nous a été présenté comme un des gars qui a introduit l'ère alexandrine. Lui, il écrit son calendrier en 1599, donc on va dater l'ère alexandrine de 1599. Voilà, ce 25 mars correspond d'ailleurs aux dates de Pâques qu'on fournissait à la même époque. Donc on est bon. Et 25 mars, c'est la mort de Jésus, plutôt que la résurrection qui est plutôt fixée le 27. 1612-1613, les conciles locaux de Césarée et de Rome. Alors, on a dit que c'était l'adoption du calendrier juif de Gamaliel, donc Mikhaïl de Russie. Le début de l'année, c'est le 1er septembre et le 1er mars dans le calendrier juif, et ça va être adopté également comme début de l'année par les chrétiens. Donc, l'équinoxe sera fixé le 21 mars dans le calendrier juif, c'est important. Pâques sera le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit cet équinoxe du 21 mars. Théophile d'Antioche, Julius Africanus, qu'on a déjà présenté tout à l'heure, donc euh, avec leur ère particulière où Jésus meurt le 30 mars et non pas le 25, ont pu faire leur proposition à cette époque-là, puisque on avait un Théophile de Césarée qui était participant au concile de Césarée. Je pense que on est probablement face à un cas de réattribution d'un évêché au même personnage qui tourne, qui est un coup, et évêque d'Antioche, évêque de Césarée, évêque de Pétaouchnok. Ça permet de créer plusieurs personnages là où il n'y en a qu'un.
Rappelons que Théophile de Césarée était le créateur d'un calendrier également, que Théophile d'Alexandrie également est un créateur de calendrier. Alors, Fomenko, lui, nous dit qu'avant 1700 en Russie, il est notoire que Jésus est né au XIIe siècle. Alors ça correspond à son hypothèse Andronicus. Toutefois, il ne fournit absolument pas de sources à ce sujet. Donc, tant que les sources ne sont pas fournies, moi, je ne valide pas. On avait parlé des ères séleucides d'Antioche et de Babylone de 312 et 313 avant Jésus, 311 et 312 avant Jésus-Christ, 1er septembre, 1er mars, eh bien, je redate en 1612-1613, 1er septembre, 1er mars. Ça correspond à l'époque de ces conciles. Et je pense que c'est la même année qu'est introduite la grande indiction de Constantin et de Basile, qui est le même, qui est tout simplement le même empereur, c'est Constantin Vassili de Kiev. 1625, le concile de Nicée, dont on a déjà parlé, je pense que l'ère byzantine aurait été proposée à ce moment-là. Euh, et donc, Jésus est né donc, en 5508 et mort à 31 ans en 5539. On a un ouvrage qui s'appelle le Chronicon Pascal, qui a été daté de 630 tout à l'heure, mais qui en réalité serait daté de 1630. Et donc, la datation se fait, enfin, la chronique se fait depuis cette fondation du monde en 5507 jusqu'à l'empereur Héraclius, qui est bien entendu l'empereur Charles Quint. En 1627, le calendrier julien de Denis le Petit, basé sur les cycles à la lune, au soleil, 19 et 28 ans, le cycle de 532 ans, qui est basé sur la grande indiction et non pas le contraire, donc il arrive après. Donc, il crée également l'Anno Domini et l'ère de l'incarnation, c'est-à-dire que nous sommes en 1627 après l'incarnation de Jésus. Euh, il était écrit dans les ouvrages consultés que en fait, le premier de l'an venait, enfin, la première année, la première ère euh, de l'Anno Domini, première année de l'Anno Domini, était après la mort de Jésus, mais très honnêtement, si on appelle ça l'ère de l'incarnation, ça a très certainement dû vite changer. Donc Jésus meurt à 31 ans à 25 mars. La résurrection n'est plus le 27, mais le dimanche. Et le premier de l'an est ici le 1er avril. Jésus meurt à 31 ans. Donc l'Annonciation, qui est le début de l'ère, c'est le 25 mars comme la Passion, mais c'est 31 ans plus tôt. Eh bien, cette date de 1627 est peut-être apocryphe pour la raison simple que trois périodes de 532 ans font 1596 ans, plus 31 ans, eh bien, ça fait un total de 1627. 1648, alors c'est une date approximative. Mathieu Vlastard, évêque de Salonique, lui utilise le calendrier julien et en plus de ça l'ère byzantine et non pas l'anno Domini. Il y a des différences par rapport au calendrier de Denis le Petit. Il est plutôt sur la tradition de Théophile d'Alexandrie. Alors c'est plus Théophile d'Antioche, mais c'est Théophile d'Alexandrie ici, pour lequel la Pâque juive est le samedi 24 mars dans le calendrier julien et non pas euh, ce qui donne une résurrection le dimanche 25 mars et donc pas le dimanche indépendamment du jour où il tombe comme chez Denis, puisque chez Denis c'est la mort de Jésus qui est le 25 mars. L'Annonciation n'est pas le 25 mars, c'est le 7 avril, et le premier de l'an n'est pas le 1er avril, c'est le 1er mars ou le 1er septembre, comme dans l'ère byzantine. Alors, à Bâle, on aurait adopté, et non pas renoncé à adopter, comme on nous le fait croire, le calendrier juif chrétianisé de Nicée, avec un petit complément, c'est qu'on a enlevé 7 jours pour faire en sorte que l'équinoxe véritable tombe non pas le 11, mais le 18 mars. C'est ce calendrier juif christianisé qu'on trouve en Chine et qui est imposé par les jésuites aux Chinois. Eh ben, ça vient de cette adoption de 1637 par les Occidentaux, les chrétiens occidentaux. Euh,
J'ai redaté donc l'usage du calendrier égyptien en 1637. D'abord parce que c'est à cette date-là que Platon se plaint de son utilisation dans sa Grèce natale. Nicolas de Cuès fait également mention du passage du calendrier de Méton au calendrier égyptien de 365 jours en Grèce en cette année 1637. Et j'ai trouvé une chose assez intéressante, en fait, qu'entre la date de 222 Anatole et son calendrier et la date de 260 où apparaît donc Denis d'Alexandrie et son calendrier égyptien, eh ben, on a la même distance qu'entre 1576 ou 1582, je vais refaire le calcul, et cette date de 1637. Donc je suppose que Denis d'Alexandrie impose ce calendrier égyptien en 1637 en Moscovie, pour bien distinguer la Moscovie-Égypte et la Syrie, qui est elle plutôt la Russe Kiev. Je pense que c'est dans le cadre de ce calendrier égyptien qu'on a la Septante, où on a la création du monde en 3100 avant Jésus-Christ, donc qui a une ère de création du monde qui est plus tardive en fait que les propositions faites jusqu'ici. Dans ce calendrier, le début de l'année est le 1er avril, un peu comme dans les traditions occidentales qui sont les traditions juives originales. Et comme on le sait, les Ptolémées d'Égypte ont fait écrire la Septante par des rédacteurs juifs, donc je pense que ce sont ces rédacteurs occidentaux. Et on retrouve ce calendrier égyptien avec Kali Yuga, 3100 avant Jésus-Christ, début de l'année au 1er avril, en Inde, au nord de l'Inde, ce qu'on appelle l'Empire moghol à cette époque. Je pense que ces Moghols sont simplement les Égyptiens qui sont allés conquérir quelques territoires par là. Ce qui explique la différence de tradition avec la Chine, qui suit plutôt le calendrier occidental hébraïque. 1637, donc Justinien, il nous a dit, et non pas 637 ou 537, hein, Justinien, qui est l'empereur Soliman le Magnifique, aurait proposé des datations par l'année de règne de l'empereur, complétée par une indiction, et l'année du consul en place. Alors pourquoi l'empereur et le consul? Ça me semble un peu redondant. Donc on a trois systèmes de datation. On va dire d'un côté les occidentaux, calendrier juif christianisé, les moscovites, calendrier égyptien, et on va dire les ottomans d'une certaine façon, plutôt les turcs. On a un système un peu différent, qui n'est pas plus précisé que ça. En 1652, apparition du calendrier julien proprement dit orthodoxe en Grèce, puisqu'il est documenté par Fomenko. Le calendrier julien, souvent associé au 1er janvier, ben, ce n'est pas le cas, parce que la Pachalia qui nous présente à ses débuts de l'année, au 1er mars et au 1er septembre. Le 1er janvier serait adopté en Russie en 1700 à l'époque de Pierre le Grand. Ça, faut bien le croire, mais je n'ai pas de certitude à cet égard. Et on a un changement de tradition, puisque au 19e siècle, Jésus désormais meurt à 33 ans et non plus à 31 ans. Et d'après les calculs de Fomenko, même s'il ne donne pas de source à ces déclarations, Jésus qui naissait jusqu'ici au XIIe siècle naît désormais au 1er siècle. Aussi, le premier des documents qui nous propose à l'étude, donc c'est un document qui s'appelle Paléa, qui est une sorte d'Ancien Testament, donc qui contient les mêmes informations que l'Ancien Testament, même s'il ne va pas dans le détail par rapport à ça. Toutefois, il nous affirme que la rédaction est statistiquement indépendante. On ne trouve pas de traces de plagiat de l'Ancien Testament dans Paléa, donc c'est rédigé par quelqu'un d'autre. Fomenko dit que c'est en usage entre 1380 et 1700, entre Dimitri Donskoy, que lui il identifie à Constantin, et Pierre le Grand, donc qui règne en 1700. Et il y a deux systèmes de datation. Les exemplaires qui dateraient de 1380 à 1409 seraient datés par la Grande Indiction.
Et les exemplaires entre 1409 et 1700 seraient datés en ère byzantine. Alors d'abord, Dimitri Donskoy, c'est bien Constantin, mais c'est le même que l'empereur Dimitri dont on a déjà parlé, et il est très antidaté. Dimitri Donskoy, c'est 1605-1625. Donc son affrontement avec le Khan Mamaï, c'est son affrontement avec Judas Maccabée. Ça n'a pas véritablement d'impact sur la démonstration parce qu'en fait, il ne prouve pas que les premiers documents sont bien à dater de l'époque de Dimitri Donskoy, mais c'est probablement le cas. Donc, on trouve dans ces exemplaires datation par indiction que la 18e année de Tibère, notre Seigneur Jésus-Christ souffrit pour le salut de l'humanité. Ça correspond bien à l'année 31 dans notre calendrier. Et la mort de Jésus est fixée le vendredi 30 mars 5530 à 18 heures. Il est même précisé qu'il s'agit de l'été, un 30 mars. Et enfin, il doit faire chaud très tôt dans ces coins-là, c'est assez particulier. C'est pas ce qu'on connaît de la Russie, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il n'y a que deux saisons. Peut-être qu'il n'y a que deux saisons en Russie à l'époque. Alors, il nous est précisé que nous sommes en indiction 3, en cercle au soleil 7 et la lune 14e ou Pâques juive ce vendredi 30 mars 5530. Et Fomenko a vérifié, tout ça est très fantaisiste puisque la lune 14e en 5530, c'est un lundi, c'est pas un vendredi. Les trois chiffres d'indiction ne correspondent pas à l'année 5530. Et même les dates en grande indiction ne se suivent pas, puisqu'on trouve plusieurs centaines d'années entre la naissance et la crucifixion. Alors, j'avais cru comprendre que Paléa était un document proche de l'Ancien Testament, mais apparemment il y a aussi d'autres compléments qui donneraient des informations sur la naissance du Christ, hein, et la vie du Christ. Alors, pour préciser, la mort de Jésus le vendredi 30 mars 5530, c'est pas l'ère byzantine, c'est l'ère de Théophile d'Antioche qu'on a déjà présenté. Et l'indiction donc qui est utilisée pour dater ces exemplaires est inventée en 1612, comme on l'a formulé comme hypothèse, ce qui signifierait que ces exemplaires sont en réalité postérieurs à l'année 1612 et non pas à 1380. On est bien au milieu du règne de Dimitri de Russie. On trouve également à l'intérieur de cette paléade des informations comme quoi le septième concile œcuménique aurait eu lieu 1296 ans après la Nativité et 6296 ans depuis la création du monde. Ici, si on fait le calcul, on se rend compte que Jésus est né en l'an 5000 après la création du monde, ce qui nous crée une nouvelle forme de datation par ère, hein, depuis la création du monde, qui n'est pas celle qui nous a été présentée au-dessus. Donc ça contredit les 5530 date de naissance, enfin, 5530 année de la mort du Christ, qui serait donc né plutôt en 5500 ou 5499. Ce qui est possible, c'est qu'il y a une erreur de 500 ans, comme erreur de frappe simplement. Euh, et que Fomenko, alors soit c'est dans le document originel, soit c'est Fomenko qui fait l'erreur de frappe, hein. Alors, ce septième concile œcuménique, il est également appelé le second concile de Nicée. Petit problème, il n'est pas daté en 1296, il est daté en 787 en Occident. Fomenko attribue donc l'époque du second concile de Nicée à son Basile le Macédonien, mais il l'a daté en 877. Il fait aussi un parallèle entre ce septième concile œcuménique et un concile orthodoxe de la date de 1343. Fomenko propose toutes ces dates-là, il n'en réfute aucune, donc au final on ne sait pas du tout ce qu'il pense et quelle est la conclusion à adopter. Ce que moi je remarque, c'est que le septième concile œcuménique aborde la date de Pâques, que dans Paléa, il n'est pas appelé forcément le septième concile œcuménique, mais le premier et second concile œcuménique, ce qui signifierait qu'il s'agit bien du premier, en fait, et qu'on tomberait avec le premier et le second sur les conciles de 1612 et de 1614 qui ont lieu avant le concile de Nicée et qui, bien entendu, abordent la date de Pâques. Alors, pour les exemplaires supposés plus tardifs et datés en ère byzantine,
Ce qui est gênant, c'est que Fomenko se contredit partout. Il écrit que l'indiction est remplacée par l'ère byzantine ou l'anno Domini complémenté par l'année de règne à partir du XVIIIe siècle. Donc, pourquoi le XVe pour ce qui est de Paléa? Il écrit aussi que le 1er janvier est adopté à partir de 1700 et il fait commencer le début de l'année dans Paléa au 1er janvier. Il est persuadé que Paléa, euh, même si c'est pas explicité, il fait des petits tests pour vérifier que dans Paléa, l'année commence au 1er janvier. C'est pas une certitude, mais au final, s'il a raison, ça signifie que ce sont des exemplaires qui sont postérieurs à 1700. Je dirais pour le moins, on peut considérer qu'ils sont postérieurs au Concile de Nicée et à 1625. La Pâque romaine, alors, on va synthétiser un petit peu deux lignes de pensée, le décret de Césarée et Matthieu Velastar, qui est la source de Fomenko, puisque Fomenko pense que les décrets conciliaires ont été perdus. Ça se contredit pas forcément, même si ça ne se confirme pas non plus totalement. La lettre de Constantin est le premier document. Elle dit aux évêques de ne pas célébrer Pâques en même temps que les Juifs. Dans le décret de Césarée, on dit de ne plus fêter Pâques la lune quatorzième, donc c'est effectivement ça, ne plus fêter Pâques en même temps que les Juifs. Et on précise donc chez les Romains qu'il faut fêter le dimanche entre la lune quatorzième exclue et la lune 21e pendant la semaine azime des Juifs. C'est-à-dire qu'on est bien dans un calendrier juif, mais on fête dans les 7 jours, on fête la fête romaine ou la Pâque romaine chrétienne dans les 7 jours qui suivent la Pâque juive. Et on fête bien entendu après l'équinoxe de printemps, et c'est également le cas chez les Juifs. Alors après, la précision est peut-être nécessaire parce qu'on accusait les Juifs de ne pas être très précis dans leur calcul d'équinoxe, donc forcément, si leur équinoxe est légèrement antidaté, il peut y avoir des différences selon que la pleine lune tombe après l'équinoxe choisi par les uns et avant celle choisie par les autres. Mais on a un deuxième élément qui est que désormais, il va falloir fêter Pâques entre le 11 des calendes d'avril exclus et le 7 des calendes de mai. Là, j'ai fait une erreur dans le bouquin parce que j'ai parlé de calendrier julien. En fait, on n'est pas dans le calendrier julien, on est encore dans le calendrier juif, avec des mois de 29 jours pour avril, 30 jours pour mai, et le 11 des calendes d'avril et le 7 des calendes de mai. Ça nous donne entre le 21 mars exclu et le 25 avril, ce qui signifie bien que on a ajouté à cette nécessité de fêter après la Pâque juive, de fêter après la date d'équinoxe du 21 mars. Donc c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on est toujours pendant une semaine azime des Juifs, mais les Juifs, évidemment, n'ont pas leur équinoxe au 21 mars, ils l'ont au 11 mars. Donc ça crée évidemment un décalage qui va se répercuter sur le calendrier. Mathieu Velastar, lui, donc il dit des choses un petit peu différentes. Il dit que les choses se sont effectivement faites en 2 fois, qu'il ne fallait pas célébrer avec les Juifs tout d'abord, mais qu'il fallait bien célébrer après l'équinoxe. Alors, est-ce que ça fait partie de la lettre de Constantin? Je ne sais pas. Dans tous les cas, si l'idée était de fêter après les Juifs et pas en même temps que les Juifs, parce que je pense que c'était après les Juifs, on se retrouvait fatalement à fêter après l'équinoxe, puisque les Juifs déjà fêtaient leur Pâques après l'équinoxe. Plus tard, on a précisé qu'il fallait fêter après la pleine lune qui suit l'équinoxe et que ce serait un dimanche, et c'est effectivement ce qu'on trouve dans le décret de Césarée. Au concile de Nicée plus tardif, nous, en Occident, on nous a dit qu'il y avait un désaccord d'une part de doctrine avec les Ariens, donc les gens qui suivaient Arius d'Alexandrie, qui considéraient que Jésus n'était pas fils de Dieu, par exemple, et un désaccord également avec les quartodécimains d'Asie qui fêtaient leur Pâques avec les Juifs. Mais dans l'Église orthodoxe, ça n'est pas mentionné. On parle d'un autre désaccord dont on n'a pas connaissance par chez nous. On parle de la tradition de Syrie, qui est la tradition des Russes, tout simplement, où les années 5 et 16 du cycle de 19 ans, eh bien, la Pâque est fêtée le 19 mars et le 18 mars,
Alors que dans la tradition d'Alexandrie, qui est celle qui va s'imposer dans tout l'Occident notamment, eh bien, on fête à la pleine lune qui suit pour respecter cette date du 21 mars. Donc, comme je vous disais, ça crée un différentiel entre les chrétiens et les juifs, puisque l'équinoxe des chrétiens est le 21 mars, et pour les juifs, c'est le 11. Si votre pleine lune se trouve entre le 11 et le 21, eh bien, les chrétiens vont être obligés de fêter Pâques un mois après, parce qu'ils ne peuvent pas tenir compte de cette pleine lune et obligés d'attendre la suivante. Et si la pleine lune pour les chrétiens comme pour les juifs a lieu après le 21 du mois de mars, ils pourront fêter leur Pâques le même jour. Et c'est bien pour ça qu'on a cette règle complémentaire et on dit qu'il faut attendre le dimanche qui suit pendant la semaine azime. Et si le dimanche est encore la date de la Pâque juive, ça peut toujours arriver, eh bien on attend encore une semaine et ce sera le dimanche d'après. Matthieu Vlastard aurait écrit en 1333 un ouvrage du nom de Saint Agma Canonum. Alors il semble qu'il y a un certain Gervaise au 7e siècle qui a écrit un ouvrage qui avait exactement le même titre. C'est assez curieux, ces modes qui persistent pendant tous ces centenaires, tous ces siècles. Il suivrait la tradition de Denis le Petit. D'ailleurs, Fomenko croit que Vlastard est antérieur à Denis le Petit. C'est pas substantié, je crois qu'il a tort. Alors, Vlastar date en ère byzantine. Il considère que Jésus est né en 5508, mort en 5539. La Pâque, c'est le dimanche. Il utilise une notion qu'il appelle la Pâque légale. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est. La Pâque légale, pour lui, c'est la pleine lune qui suit le 21 mars. C'est un peu une sorte de Pâque juive, mais dans un calendrier où l'équinoxe est chrétien. Enfin, l'équinoxe suit le 21 mars. Et il écrit: Nos pères ont composé cette Pachalia qui ne contredit pas les règles de Nicée. Alors, ça ne contredit pas les règles de Nicée, mais ce n'est pas le calendrier de Nicée, et c'est bien pour ça qu'il y a une difficulté. Ce sont les règles de Nicée adaptées au calendrier julien. Alors, pour ce qui est de la datation, on rappelle que Denis le Petit étant Denis Pétot, écrit en 1627, la Pachalia que présente Fomenko est datée de 1652. On suppose que la Pachalia dont parle Mathieu Vlastard ne doit pas être très différente. Et donc cette date de 1333 est très critiquable et très douteuse. Et comme évidemment la Pachalia présentée par Fomenko de 1652 est un calendrier julien, on suppose à raison que Mathieu Vlastard nous présente un calendrier julien. Alors, pour ce Mathieu Vlastard, la Pâque juive a eu lieu le samedi 24 mars du calendrier julien, l'année de la mort de Jésus. Et donc, ce dernier est ressuscité le dimanche 25 mars, le lendemain, comme le disent les évangélistes. Alors, en Occident, on a une tradition des 3 jours. Euh, du coup, je trouve cette résurrection rapide un peu curieuse. Je ne sais pas quels sont les évangiles que possèdent les orthodoxes dont on parle. Fomenko dit que c'est l'évangile selon Jean qui donnerait cette information. À vérifier. Je ne suis pas persuadé que la version soit la même chez les orthodoxes. En tout cas, donc la résurrection le dimanche 25 mars, c'est la tradition de Théophile d'Alexandrie. C'est pas la tradition de Denis le Petit, voilà, qu'on a déjà donnée, qui est différente. Chez les orthodoxes, le dernier repas le jeudi n'est pas pascal, c'est-à-dire qu'on n'a pas la Pâque juive le jeudi, puisque la Pâque juive c'est le samedi ici. Et on utilise pour l'Eucharistie un pain non azime, contrairement aux occidentaux. Là aussi, on peut se poser la question, pourquoi dans les évangiles des orthodoxes, le dernier repas n'est pas pascal? Alors que les choses sont quand même assez claires, hein. C'est écrit noir sur blanc dans les évangiles, tels qu'on les lit par chez nous. Jean Chrysostome, Théophylacte, alors peut-être Théophylacte, c'est Théophile d'Alexandrie dont on a déjà parlé, et la Komchaya, qui est donc une chronique orientale, disent également que la Pâque juive était un samedi cette année-là. Il nous dit également, Mathieu Vlastar, qu'à Nicée, on a calculé un cycle de 19 ans de l'année 6233 à l'année 6251 après la création du monde, ce qui veut dire que ces années, dans l'ère byzantine, sont les années 725 à 743. Et tout ça veut dire que Mathieu Vlastar, il a daté le concile de Nicée en l'année 725.
Il dit ensuite, alors j'ai gardé un indice 3, mais c'est pas à supprimer. Ils trouvèrent la première lune après l'équinoxe, et d'après la Pachalia, l'équinoxe était alors le 21 mars. Alors non, c'est pas du tout la signification au concile de Nicée. Le 21 mars, c'est la date d'équinoxe à la création du monde, ce n'est pas la date d'équinoxe à l'époque du concile de Nicée. Et il a trouvé également, Mathieu Vlastard, que la pleine lune avait 2 jours de retard dans le cycle par rapport à la pleine lune vraie. Et avec un jour de dérive en 304 ans, Pierre Dailly c'était tous les 312, mais on est à peu près dans les mêmes eaux. On a effectivement le bon décalage entre le concile de Nicée en 725 et Mathieu Vlastard qui écrirait en 1333. Ça fait 608 ans entre les deux, bien entendu. Moi, ce que je pense, c'est que Vlastar a été daté d'après sa datation du concile de Nicée et non pas le contraire. Alors, il considère, Mathieu Vlastar également, que l'équinoxe en cette année 1348 avait lieu le 18 mars. Alors, Fomenko dit, mais pas du tout, en 1348, l'équinoxe était le 12 mars. Mais c'est compliqué de trouver la bonne date d'équinoxe et Mathieu Vlastar est tout excusé. Le 19 mars, équinoxe pour l'année 1048, et en l'année 748, l'équinoxe aurait eu lieu le 20 mars. Donc des sauts de 300 ans. Petit problème, la dérive d'un jour tous les 300 ans, c'est la dérive de la nouvelle lune, c'est pas la dérive de l'équinoxe qui est d'un jour tous les 136 ans. Mathieu Vlastard a confondu, c'est très problématique. D'ailleurs, c'est même pas la bonne date, puisque ce n'est pas le 20 mars, mais le 21 mars qui s'impose au concile de Nicée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Vlastard triche pour trouver les mêmes dates à peu près entre ces deux méthodes. Il est donc complètement perdu dans ses calculs, et pour faire bonne mesure, l'équinoxe vrai, le 18 mars, a été fixé au concile de Bâle en 1637, comme on l'a déjà montré. Alors, il produit une table des équinoxes, Mathieu Vlastard, depuis Adam. Il montrerait que l'équinoxe était le 25 mars à l'époque de Nabuchodonosor, qui date en 747 avant Jésus-Christ. Alors, c'est l'ère dite de Nabonassar, qui pour nous ne correspond pas, puisque Nabuchodonosor a été redaté beaucoup plus tard, vers le début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Le 25 mars, toujours à la mort du Christ, on est 750 ans après, et il n'y a pas de dérive de l'équinoxe, donc c'est absurde, l'équinoxe n'aurait pas bougé en 750 ans, et cet équinoxe aurait été le 21 mars, du temps où les pères composèrent la Pachalia à l'époque du concile de Nicée, qu'il date lui en 748. Alors évidemment, on l'a déjà dit, 25 mars et 21 mars sont des dates légales. Le fait que Mathieu Vallastar ne mentionne que ces dates légales et à des époques tout à fait fantaisistes montre bien que ces tables des équinoxes ne sont pas de vraies tables. Et pourquoi Flamenco les croit-il? On ne sait même pas s'il les a étudiées, c'est assez curieux. La vraie dérive de l'équinoxe de 4 jours donne une date au 4e siècle que tout le monde connaît, et Lycée a été correctement redaté, euh, si on tient compte de la véritable dérive d'équinoxe, en l'année 325. Alors, autre datation, étant donné que Mathieu Vlastard a précisé que l'année de la mort du Christ, la Pâque juive, avait eu lieu le samedi 24 mars julien. Eh bien, Fomenko en déduit que Jésus est mort en 1095. Il a fait tourner son petit logiciel d'astrologie ou d'astronomie. Et puis, il recentre un petit peu, puisqu'il a un personnage à faire valoir comme alter ego de Jésus-Christ. C'est le pape Grégoire Hildebrandt, qui est mort en 1085. Ce qui fait donc que 1095, pour lui, ne serait pas finalement la mort de Jésus, mais la date du concile de Nicée. Et il en veut pour preuve qu'en 1054, on a l'année 1 des Chroniques orientales. Donc ce sera la naissance de Grégoire Hildebrandt, 31 ans avant sa mort en 1085.
Et le fait d'avoir eu ce concile en 1095 expliquerait le fait que les croisades auraient commencé un an après, en 1096. Alors effectivement, cette démonstration, elle est assez tentante. Il n'y a qu'un petit problème. Il a déjà présenté l'année 725 de Vlastar comme étant la date du concile de Nicée. Et par la suite, il va également changer d'hypothèse après la rédaction de ses ouvrages en anglais, puisque ce n'est plus Grégoire Hildebrandt, mais Andronicus Comnène, un empereur de Byzance, ayant vécu 33 ans et non plus 30, et non plus 31, qui fait figure de véritable Christ. Et là, c'est problématique parce qu'en datant Nicée du XIe siècle, on a donc un jésuite qui a vécu un siècle après le concile de Nicée. Bon, pour résumer, Fomenko utilise une tradition parmi d'autres pour faire des calculs. La tradition byzantine n'est pas la même que celle qu'on a en Occident. Et surtout, il prend Vlastar pour un auteur sérieux, ce qu'il n'est absolument pas. Il écrit n'importe quoi. La Pachalia, qui est un document qui est bien daté de 1652, on ne peut pas se tromper. C'est bel et bien un calendrier liturgique orthodoxe julien pour le calcul de la date de Pâques. Je vous fais grâce d'ailleurs du détail qui est tout à fait bien présenté dans le livre de Fomenko. La Pachalia prétend suivre les principes de Nicée, mais puisqu'elle suit un calendrier julien, ce n'est pas le calendrier de Nicée. Donc on est dans une réadaptation. L'équinoxe est fixé le 21 mars. La pleine lune suivante est appelée la Pâque légale, comme le terme utilisé par Vlastar, ce qui suppose qu'il n'écrit pas forcément à très grande distance de la production de ce document. D'ailleurs, il utilise aussi le terme Pachalia. Voilà. Et la Pâque chrétienne, c'est bel et bien le dimanche qui suit la Pâque légale. On a l'utilisation de la grande indiction de 532 ans de Denis le Petit et la petite indiction qui fait le grand cycle de 7980 ans. Le début des cycles dans la Pachalia est au 1er mars ou au 1er septembre, et ceci même si on est dans le calendrier julien. L'utilisation du calendrier julien n'implique pas l'utilisation du 1er janvier comme début de l'année. Contrairement au système de Denis, donc l'Annonciation est le 7 avril et non pas le 25 mars. Denis qui avait également son début de l'année le 1er avril. Alors il présente également deux tables de 19 ans. Les phases de la Lune observées, donc les phases véritables de la Lune, et les phases de la Lune selon le cycle de 19 ans. Alors Fomenko, il écrit sur 19 ans pendant 532 ans, donc on ne comprend pas. Est-ce que c'est 19 ans ou 532 ans pour les tables? Enfin, bon, quoi qu'il en soit, Mathieu Vlastar avait proposé des tables similaires dans son propre ouvrage, à savoir une table d'observation et une table selon le cycle pour les phases de la Lune. Et Fomenko nous dit que c'est merveilleux parce en l'année 877, les deux tables coïncident. Et en plus, les tables commencent véritablement à être données à partir de l'année 900. Et 877, en plus, c'est le début d'une grande indiction, comme il l'a dit tout à l'heure. Du coup, il en déduit quoi? Eh ben, le concile de Nicée date de l'année 877 où les deux tables coïncident, puisqu'on a vraiment bien calé, on va dire, le cycle sur l'observation. Et c'est l'année 877 où a été conçue cette Pachalia, comme comme le disait Mathieu Vlastar. Et le pire, c'est que ce sont des données qui sont confirmées par l'Almageste de Claude Ptolémée. Donc vraiment, il est sûr de lui. Bah, il est sûr de lui, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il a proposé 725 ailleurs et 1095? Ça fait tout de même beaucoup de propositions et on ne sait pas laquelle est celle qu'il soutient. Alors, on rappelle que s'il y a utilisation du calendrier julien, et du cycle de 532 ans, c'est qu'on utilise les créations de Denis le Petit, et lui-même, Fomenko, a dit que Denis le Petit était Denis Pétot, qui écrit sa chronologie en 1627. Fomenko, apparemment, ignore le rôle de Denis dans la création de l'anneau Domini, dans la création de la Grande Indiction, puisqu'il l'attribue au Concile de Nicée, et même dans la création du calendrier julien. Alors, on nous montre également l'existence d'une bulle intergravissimas attribuée au pape Grégoire XIII en 1582.
qui nous aurait écrit le nombre d'or a dérivé de 4 unités depuis Nicée. Et Fomenko dit, oh là là, le pape Grégoire s'est trompé, il n'y a qu'un à 3 jours de dérive seulement depuis 877. Alors, rappel, la dérive de 4, c'est le décalage entre la conjonction utilisée dans certains calendriers et le premier quartier utilisé dans d'autres calendriers, qui est ignoré malheureusement dans les gens qui pensent qu'il y a des dérives. Grégoire XIII, 1582, c'est trop tôt. Je vous ai proposé Grégoire XV, 1621, 1623, et encore, comme nous, on proposait Nicée en 1625, c'est sans doute trop tôt. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quand a été la papauté de ce pape Grégoire. C'est certainement dans le courant du XVIIe siècle. Il nous cite un monsieur qui s'appelle Climichin, donc qui nous dit que à l'origine à Nicée, on utilisait le premier quartier pour le début des mois, que les Russes appellent la nouvelle lune des anciens. Alors la nouvelle lune des anciens des Celtes, c'est la lune noire. Donc on a des pratiques différentes d'un pays à l'autre. Et donc les Russes sont passés du premier quartier à la lune noire au Moyen Âge. Et Climichin pense que le décalage n'est que de 1 jour. Alors, ce qu'on observe, c'est que auparavant, c'était l'Occident qui suivait la lune noire et les Grecs qui suivaient le premier quartier. Donc, on a eu un peu un retournement, puisque à partir du moment où les Russes choisissent le calendrier de Denis, ils passent à la conjonction, donc à la lune noire. Alors que, comme en Occident, au concile de Bâle, on a adopté le calendrier du concile de Nicée, on a abandonné la lune noire pour passer au premier quartier, on fonctionne à front renversé. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un nombre d'or occidental au premier quartier qui a pour valeur 1, alors que le cercle à la Lune dans le cycle oriental est de 4. C'est normal parce que le début du cycle commence à la conjonction pour les orientaux et donc au premier quartier, on est au nombre 4. Alors il nous propose, pour bien expliquer la Pachalia, que à l'origine, la Pâque juive, donc la pleine lune du 14 mars, aurait inclus la semaine Azim, ce qui fait que la Pâque juive aurait concerné une période qui s'étendrait jusqu'au 21 mars. Et par la suite, comme on est passé au système julien, on a abandonné le calendrier juif, on aurait transformé cette date du 21 mars en date d'équinoxe. Alors c'est une proposition qui vaut ce qui vaut, mais à laquelle je ne souscris pas, parce que les pères de l'Église disent bien que le 21 mars est une date biblique d'équinoxe. Le décret de Césarée dit que la Pâque chrétienne a lieu pendant la semaine azime et pas après. Et la plupart du temps, Fomenko fait du 21 mars l'équinoxe vrai à Nicée, ce qui est également faux. Donc deux propositions fausses en une, pour le prix d'un. Pachalia toujours. Alors, les pactes avaient été définis par Montucla donc, il décrivait le calendrier d'Alucius Lilius de 1576 comme l'âge de la Lune en début de mois. Eh bien, dans cette Pachalia, ce qu'on appelait les pactes est appelé la base. Les pactes, ça a une autre signification et on lui donne d'ailleurs 3 définitions différentes selon les exemplaires apparemment. Dans certains exemplaires, le jour lunaire correspondant au 22 mars julien, c'est les pactes. Ou alors, les pactes, c'est le nombre de jours ajoutés après ce 22 mars pour trouver la pleine lune, et donc ça varie entre 0 et 28. Bon, que ce soit l'un ou l'autre, la finalité est la même. Il s'agit de déterminer le nombre de jours à partir du 22 mars, donc la première date possible pour Pâques, avant la pleine lune. Et ce qui veut dire que dans ces exemplaires, l'équinoxe a été fixé au 21 mars julien. Eh bien, il y en a une troisième définition de l'épacte dans un troisième type d'exemplaire, dans lequel le jour solaire correspond au 21e jour. Enfin, l'épacte, c'est le jour solaire qui correspond au 21e jour du cycle lunaire. Eh bien, dans ces exemplaires, ça veut dire que l'équinoxe a été choisi pour correspondre au 21 mars dans le calendrier juif. Donc on n'a pas le même calendrier au final, ce qui veut dire qu'on conserve ici le lien avec la semaine Azim, qu'on a perdu évidemment si on tient compte du 21 mars julien.
Voilà, je vous remercie. J'ai bien présenté les spécificités de Fomenko en ce qui concerne la présentation de son ouvrage sur les calendriers.